Bonjour, vous regardez Archifrix et aujourd'hui on voyage dans l'espace avec Shangri-La. Shangri-La est un lieu imaginaire décrit dans le roman The Lost Horizon, écrit par James Hilton en 1933. Mais comme l'expliquait l'ami Terra Incognita, c'est anglais et pas indien, donc on s'en fout. Shangri-La est donc une bande dessinée de science-fiction. Elle est écrite et dessinée par Mathieu Bablé en 2016. Mathieu Bablé est avant tout un auteur de bande dessinée franco-belge du label 619. Ses différents travaux sont des critiques sociétales qui exploitent divers genres littéraires. Fantastique, historique ou encore science-fiction, notamment dans son premier album Label Mort en 2011 et le diptyque Adrasté en 2013 et 2014. Il y a aussi la série Doggy Bags du label 619 où l'artiste participe à de nombreuses reprises en 2012 pour le second tome et en 2015 pour le tome 8. D'ailleurs, entre 2018 et 2019, il est invité en tant que scénariste et dessinateur de Midnight Tales. Puis fin 2018, il annonce son travail sur un nouveau one-shot, Carbon and Silicium, un récit cyberpunk questionnant l'écologie, l'intelligence artificielle, ainsi que les enjeux de la migration. Mais ce qui lui vaudra des honneurs, c'est le one-shot de Shangri-La, avec lequel il recevra le Fauve d'Or du Festival d'Angoulême. Il s'insère parfaitement dans la ligne éditoriale du label 619, label qui a été créé par Run, un auteur engagé dans la culture urbaine. Cet auteur est parti d'un principe simple et efficace, se projeter dans un futur lointain et d'y critiquer les travers de notre propre société. Dans Shangri-La, nous avons affaire à une forme de dystopie particulière, la contre-utopie sociale. Description, au moyen d'une fiction, d'un univers déshumanisé et totalitaire dans lequel les rapports sociaux sont dominés par la technologie et la science. C'est le fruit de ce qui s'est observé pendant les périodes des grandes guerres mondiales, ainsi que pendant la guerre froide et même les guerres modernes. Effectivement, les récits dystopiques se nourrissent de cette ambiance particulière. On retrouve notamment les enjeux du capitalisme et du totalitarisme. Dans la majorité des œuvres de contre-utopie sociale, on trouve un environnement de contrôle très codifié. Ici, le capitalisme oppressant fonctionne grâce à plusieurs choses. Un divertissement abusif, un hygiénisme controversé et des conflits de mœurs spécifiques. Le récit de Shangri-La reste relativement manichéen, offrant une vision complexe de la société et une générosité dans les dénouements. Le capitalisme exacerbé mis en avant reste le moteur du scénario. Dans la terminologie marxiste, régime politique, économique et social dont la loi fondamentale est la recherche systématique de la plus-value, et ce, grâce à l'exploitation des travailleurs par les détenteurs des moyens de production, en vue de la transformation d'une fraction importante de cette plus-value en capital additionnel, source de nouvelles plus-values. Ce qui implique une hiérarchie sociale, avec les corporatistes qui pensent faire le bien, des médias qui propagent des informations contrôlées, des services, entreprises, et tout en bas, les travailleurs. C'est une vraie ruche. Les habitants sont poussés à beaucoup travailler en étant soumis à la consommation. Le travail, c'est la santé. Dans Shangri-La, c'est Tianzhu qui est en haut de la hiérarchie. La station USS se fait appeler l'Arche en référence à l'Arche de Noé. La question religieuse est également récurrente chez ces derniers, non seulement dans la croyance en cette forme de gouvernance, mais aussi dans l'utilisation d'un logo aux allures dogmatiques, répété partout, comme on peut l'apercevoir en 4e de couverture, qui fait figure de bonne parole. D'ailleurs, on le retrouvera comme vestige sur Titan, où une nouvelle société l'utilisera comme symbole mystique. Ce système de société pousse vers le consumérisme. Comme le définit Jean de Monck, On désigne par consumérisme un mode de vie, des normes et standards de désir légitime de la vie réussie. Il s'agit d'un mode de consommation individualiste dépendant du marché, quantitativement insatiable, envahissant, hédoniste, axé sur la nouveauté, faisant usage des signes autant que des choses non neutres. le consumérisme impose à l'humanité d'évoluer vers des dogmes de production, de la même manière que la révolution industrielle a développé le Fordisme, le Taylorisme, mais aussi plus récemment des esprits corporatistes. Les gens sont esclaves de leur travail et de leur propre consommation. Pour Mathieu Bablé, la station spatiale est un prétexte pour critiquer les phénomènes actuels. Il se sert de ce futur lointain, isolé dans l'espace, comme un prétexte pour l'amplifier. Pour contrôler la population, l'entreprise utilise des systèmes existants. La publicité, la dématérialisation de la monnaie, l'obsolescence programmée et les nouvelles sorties de produits avec des modèles toujours plus performants. Par exemple avec la sortie des TZ Phone, on cherche le buzz pour divertir la foule. Bablé a cherché à établir un totalitarisme passif, inspiré du soft power états-unien.
C'est une société basée sur l'image. On peut voir aussi une critique de l'addiction des smartphones où les usagers sont tête baissée sur leur portable à consommer encore plus de pubs. La plupart des affiches sont à caractère sexuel et de taille démesurée, recouvrant souvent l'entièreté d'une façade, pour finalement ne montrer qu'une petite image du produit. L'invasion des publicités est souvent représentée dans les médias. Rappelons que les écrans domestiques sont juste calés devant les lits, comme dans l'épisode 2 de Black Mirror où les humains sont du bétail de production et de consommation télévisuelle. Ce qui nous rappelle également le film culte They Live de John Carpenter en 1988, basé sur une théorie du complot où la publicité a un sens caché visant à manipuler les consciences. De facto, le divertissement est un moyen de tenir les masses paisiblement. Il y a bon nombre de ces divertissements qui sont mis en avant dans l'œuvre. Culte du corps, confirmation sociale, les bars, etc. Les smartphones sont des outils idéaux pour se filmer et se prendre en photo dans les salles de sport et ainsi les poster sur les réseaux sociaux. On appelle ça des selfies, Doc. Effectivement, le plus surprenant, c'est le dispositif de la salle de sport ouvert sur le lieu de restauration. Ce qui est assez ironique. On retrouve ce processus actuellement dans certaines métropoles, par exemple à Paris, avec la rue Ledru-Rollin, où la salle de fitness est ouverte au-dessus d'un fast-food. Cette prise de conscience nous vient dès 1967 avec Guy Debord dans son œuvre la plus connue, La Société du spectacle, en distinguant les dogmes totalitaires qu'il appellera concentrés, ainsi que celui du modèle consommateur appelé diffus. Le secret généralisé se tient derrière le spectacle, comme le complément décisif de ce qu'il montre, et, si l'on descend au fond des choses, comme sa plus importante opération. Il ira même jusqu'à faire un chapitre sur l'aménagement du territoire, que nous vous conseillons tant il est représentatif, notamment avec la situation du bar qui se trouve entre le lieu de travail et les logements. Parcours où la pub y sera placardée, ainsi que d'autres éléments scéniques, profitant du monde de la consommation et du divertissement. Tianzhu tente de créer l'humain à partir de rien, à partir de trous noirs. Les dirigeants cherchent à imiter Dieu. C'est un symbole montrant que l'homme veut se dépasser et faire progresser la science sans se préoccuper des notions de bien et de mal. C'est peu dire. Et pourquoi l'histoire se déroule-t-elle dans l'espace ? Dans l'époque de la BD, les humains ont évacué la Terre car ils l'ont rendue inhabitable. Nous connaissons une crise écologique sans égale, entre autres parce que nous consommons bien plus de ressources que ce que la planète peut en produire. C'est ce que dénonçait déjà en 72 Denis Meadows dans son ouvrage scientifique Limit to Growth. Dans Shangri-La, l'humanité s'est adaptée. Dans cette arche, la nature est reconditionnée. Et on y retrouve le cycle jour-nuit, voire même la pluie. À la vue de ces progrès, une nouvelle race a déjà été créée mais finalement sert de bouc émissaire au racisme ordinaire. Les animoïdes ou les freaks. Nous avec plus de poils. Certains sont même défectueux. Ils ne peuvent pas communiquer ou se déplacer. Ils sont alors capturés et modifiés afin de produire de futurs smartphones. Ces échecs sont mis en batterie, mélange proche de l'élevage et de l'esclavage. Tianzhu d'ailleurs se défend de ces pratiques en donnant l'argument des prix, qui ne pourraient jamais être aussi bas sans cette méthode. C'est une critique de l'abattage animalier et des industries délocalisées souvent liées à des conflits d'esclavage tels que le travail des enfants. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il y a une mise en distance entre les ateliers de fabrication et la société. De même, dans nos nations privilégiées, nous faisons l'autruche sur la provenance de beaucoup de produits. Nos habits, nos matériels, nos jouets et tout ce qui contribue à notre confort. Pourquoi tant de firmes délocalisent leurs industries de production dans des pays où les droits de l'homme n'ont pas d'effet ? Taxes foncières moins chères ? Main-d'œuvre moins chère ? Oui, c'est cruel, mais Mathieu Bablet n'exagère rien. Et dans cette histoire, les révolutionnaires n'apportent malheureusement pas plus de solutions. D'ailleurs, ce cynisme contribue à la complexité et au drame de l'histoire. Le but étant de remettre à plat en renversant le système mis en place. Et finalement, l'histoire n'est qu'un éternel recommencement. Une pensée qui doit sûrement venir de Oswald Spengler, dans son ouvrage Le déclin de l'Occident. Une pensée assez pessimiste, mais qui néanmoins tente de décrypter la durée d'une civilisation. Selon lui, elle durerait 1000 ans. L'histoire commence justement sur une prolepse de ce qui s'est passé lors de l'effondrement de la civilisation. Avec Scott, elle met en avant le romantisme de Babelais, l'obsolescence avancée. Dans l'histoire, on suit une tranche de vie du héros ainsi que de son frère, Virgile, et ses compagnons militants.
L'histoire va prendre peu à peu la tournure d'une révolution, qui mènera à l'effondrement pur et simple de la société. Ce qui nous amène à nous dire que les diverses références de M. Bablet doivent se baser sur le principe du scénario d'anticipation, comme Asimov avec le 3e cycle des robots, les cavernes d'acier. Ce dernier traitant des enjeux politiques liés au mode de vie futuriste fictif. Aujourd'hui, face aux problèmes écologiques, deux choix caricaturaux du progressisme s'offrent à nous. Aller dans l'espace, ou comme chez Asimov, s'enfouir dans le sol. Les références sont nombreuses. Citons d'abord Kubrick pour 2001 l'Odyssée de l'espace, qui est précurseur dans cette vision réaliste de l'espace. Il n'empêche qu'on retrouve aussi plusieurs modes d'expression de l'auteur dans d'autres œuvres de la science-fiction, telles que Battlestar Galactica. Il faut savoir que Mathieu Bablet est un fan de cinéma de genre et de la littérature SF des années 60-70, comme 1984 de George Orwell, Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, ou encore Soleil vert, Make Room de Harry Harrison. Les ingrédients sont réunis pour reconnaître la finesse du scénario. Et l'auteur confesse que son approche est une transposition de notre société. Cette réalité est davantage visible dans la représentation. D'ailleurs, pour ce projet, il faut savoir que Run, créateur du label, a tout de suite été emballé par le projet. Il a poussé Mathieu Bablet à fabriquer un one-shot complet de 200 pages, plutôt que 3 petits tomes de 70 pages. Ce n'est donc pas un hasard d'exploiter l'histoire dans un gros volume. C'est l'occasion de fabriquer un bel objet et de s'en saisir dès la première lecture. Sur la première page, nous avons un changement de plan et de format amenant à changer d'échelle. Il y a une grande variation des formats des cases, ce qui fait que la composition est rarement ennuyante. Lors de la prolepse, les premiers plans amènent doucement à la catastrophe. Dès le départ, sur la planète, nous sommes plongés dans un séquençage, où les cases se succèdent avec des principes de découpage presque cinématographiques. D'ailleurs, cette douceur dans les plans est très intéressante car Mathieu Bablet nous dévoile les rebondissements scénaristiques grâce à des transitions particulières. La composition des cases change, amenant de grandes cases romantiques avec un traitement lisse et doux, mais montrant tout de même la puissance du monde. À certains moments, les rythmes sont lents et des focus sont réalisés sur des personnages grâce à des plans répétés. Ces moments donnent l'impression que le temps se fige. À d'autres, c'est le contraire, et les changements d'échelle accélèrent le mouvement. Les sauts d'échelle et les changements de contexte sont, encore une fois, très cinématographiques. Un effet qu'on pourrait presque retrouver dans un Star Trek ou une série télé similaire. Cela permet de nous rappeler la situation. Shangri-La est un véritable space opéra. Ouvrage de science-fiction, roman, film, bande dessinée qui évoque les voyages dans l'espace, les aventures et les combats entre héros et empires galactiques. Ce qui justifie ces plans étoilés. C'est un prétexte pour représenter des séquences dans des tunnels de vaisseaux, ou encore des sas. Ces passages dans l'espace font du bien. Le calme et le silence subjuguent, comme dans les récents Interstellar et Ad Astra. Mathieu Bablet a la capacité de rendre des effets de silence ou de bruit juste à l'image. On remarque qu'il est bien question d'opposition entre calme et tumulte, l'espace silencieux, calme et paisible. La lévitation se fait ressentir. Le héros est en paix à chaque fois qu'il se retrouve projeté dans l'espace et qu'il flotte entre la station et la Terre. De plus, l'auteur utilise des dominantes de couleurs. Il peut y avoir à la fois des dominantes sur des pages entières, et parfois la page peut être scindée en 2 dominantes. Une dominante colorée. Savant procédé iconographique. C'est la nuance qui domine par sa surface les autres couleurs. Ah, la couleur qui ressort le plus quoi. La diversité des contrastes est aussi remarquable par ce travail d'ambiance. C'est un attrait particulier de Mathieu Bablet. On peut remarquer déjà dans ses œuvres précédentes, Ad Astra et La Belle Mort. Shangri-La est codifié dans le choix des couleurs. Les nuances sont plutôt bleues lorsqu'on est dans l'espace, tandis qu'elles demeurent orange lorsque l'on se trouve dans la station. Un vrai contraste qui rend les couleurs complémentaires. Mais ce code de couleur lui confère davantage de richesse et crée un rythme qui tient en haleine le lecteur. Il y a dans de nombreux passages des couleurs qui vont tendre vers le gris-vert, vert ou encore jaune, pour sensibiliser le lecteur à certaines émotions, comme l'anxiété ou la peine. Les couleurs sur Titan, beaucoup plus nuancées, offrent une perspective d'espoir. C'est retrouver la diversité représentative de la beauté dans la nature.
Dans diverses interviews, l'auteur explique que sur un récit de 200 pages, Bablé refusait de lasser le lecteur. Shangri-La propose des graphismes propres aux éléments représentés, toujours dans cette idée d'opposition entre grand vide et foisonnement. Ces plans servent de respiration à la narration. On les retrouve comme interludes, voire même comme petites pauses au milieu des compositions. Il y a des moments calmes au sein de la station, représentés par des dominantes bleues. Ces moments représentent la nuit, où l'auteur va même se passer de dialogue. L'image suffit à narrer la scène. Et comme nous sommes habitués à ce code coloré, où la dominante bleue symbolise de manière récurrente une image apaisante, nous avons l'impression d'être paralysés face à des situations de violence bleutée. Mathieu Bablé a fait preuve d'une ingéniosité qui demandait un savoir-faire en communication. Il a réussi à jouer avec les sensations du lecteur pour retranscrire le mutisme face au débordement. D'un point de vue graphique, on retrouve deux procédés distincts, car Bablé exploite beaucoup de techniques en plus de sa patte personnelle. Le premier est l'outil du dessin, un trait relativement épais, mais proposant des détails importants, un trait régulier accompagné d'une coloration plutôt hétérogène. De l'autre côté, il utilise assez bien les outils numériques, ce qui lui permet de varier de nombreux petits effets graphiques. On retrouve des techniques de défonce, de moire, de contraste à valeur inversée, de représentation en réserve, ainsi que l'utilisation du sfumato. Les méthodes de représentation sont magnifiées sur Titan. On voit une plus grande richesse dans les images, beaucoup plus détaillées, plus profondes, plus nuancées et plus complexes. A contrario, sur la station, même si les détails fusent, l'ambiance générale étouffe. L'artificialité de la lumière incandescente devient presque angoissante au fur et à mesure. D'ailleurs, elle s'intensifie environ au jaune, devenant davantage oppressante. Sur la station, les espaces sont très dessinés, surchargés d'informations, concentrés en détails. La station USS reste l'icône de la densité humaine, compacte face à la Terre, avec fond de toile stellaire. Quelle situation romantique d'être projeté si loin de son habitat. Quelle ironie du sort. D'autant plus que la station n'est pas si petite. Les personnages sont représentés assez naïvement, surtout lorsqu'ils sont en masse, ce qui permet de mettre en avant les décors avant la foule. Mathieu Bablé, comme de nombreux autres illustrateurs, utilise le dessin d'après photo. Il cherche à rendre tangible l'univers dans lequel il façonne son histoire. Effectivement, faire vivre une œuvre dans le champ des possibles doit être maintenu par une architecture relativement concrète, et la représentation des espaces doit presque être réaliste. D'ailleurs, de nombreux auteurs peuvent vous parler d'architecture et la représentation de la ville, comme étant l'une des choses les plus importantes dans la représentation de leurs œuvres. Jean-Claude Mézières, Benoît Peters, Inyo Asano, etc. Ils dévoilent leurs méthodes dans diverses interviews. Mathieu Bablé n'échappe pas à la règle. Cependant, les espaces dans Shangri-La sont souvent accentués et déformés pour amplifier les effets de dramaturgie. D'autant plus que les dessins de détail densifient déjà l'image. Mais lorsque les angles de champ de vision sont exploités pour renforcer les effets de grandeur, cela montre que l'illustration s'exempte de la photographie. À l'origine, elle est utilisée pour dessiner plus rapidement et de manière plus plausible. A contrario, ici, le travail de l'image va plus loin. C'est un travail de reconstitution avec des intentions cohérentes. Une minutie qui est du plus bel effet quand celle-ci dépeint une forme d'architecture réaliste. Dans Shangri-La se trouve une fascination de l'auteur pour l'architecture. Il garde cependant une oreille attentive à la ville ordinaire, particulièrement grâce à de nombreuses références réelles. À plusieurs moments, nous trouvons des références visuelles du Famistère, ce qui est loin d'être un hasard. On a des vues en contre-plongée sur les coursives enclos, formées autour d'un atrium. Même si la référence visuelle n'est pas intentionnelle, elle nous marque. Les halles parisiennes représentent un idéal d'espace commercial. Ces lieux de circulation où se joignent de nombreux commerces et transports forment des architectures de congestion. Cette forme d'urbanisme contemporain est fantasmée dans beaucoup de récits futuristes, qu'elle soit cyberpunk ou d'un futur plus lointain. D'ailleurs, David Mangin, lors d'une invitation à France Culture, en parlant de Paris Centre, exprime que son potentiel est dû à sa complexité. Paris, les vertus du Paris Centre, à mon avis, c'est la complexité. Alors, on pourrait appeler ça le pittoresque, mais c'est effectivement des strates successives qui fait qu'on a des surprises. Si on connaît un peu l'histoire urbaine, on voit qu'il y a eu une rue médiévale, plus des lotissements du XVIIe siècle, plus des opérations d'urbanisme du XVIIIe, plus les opérations haussmanniennes, plus des opérations. Et c'est toute cette imbrication qui fait les qualités, je dirais même l'émotion et les surprises. Pour son essence poétique, et non dans un sens pratique,
étant avec Patrick Berger l'architecte de la rénovation de Châtelet-les-Halles. Il en est à même d'en témoigner. Il est donc peu étonnant de retrouver ces formes de congestion pour un urbanisme spatial. Les éléments de circulation sont magnifiés avec diverses représentations caricaturales de notre quotidien. Les escalators du métro, les ascenseurs, ainsi que les coursives avec des expressions architecturales différentes. On retrouve toute cette frénésie dans les travaux de l'architecte Rem Koolhaas, notamment pour l'ambassade des Pays-Bas à Berlin, ou le centre Pompidou de Paris par Renzo Piano et Richard Rogers, où l'expression des distributions sont les éléments principaux de composition de la façade. Par exemple, en vue des besoins d'expansion minimale sur un territoire, la compacité issue d'un raisonnement logique est très actuelle, ce qui paraît plus juste et plus raisonnable. Cet exercice est donc un bon moyen de montrer une multitude d'archétypes et de dispositifs spatiaux issus du réel. D'ailleurs, en parlant d'archétypes issus du réel, le temple traditionnel japonais dans l'Arche, au milieu de ce futurisme, reste sans explication. Nous avons demandé directement à l'auteur d'où cela pouvait provenir. Celui-ci s'est inspiré des temples japonais, qui continuent de persister malgré la densification du Japon depuis les années 70. Ils se trouvent dans des milieux calmes et souvent isolés, au cœur d'un urbanisme vertical. Ils ont aussi la particularité d'être des recoins de verdure au milieu d'un territoire d'asphalte. De plus, on peut noter que dans certains cas, ces lieux ont été transformés en enclaves dans le temps. Cela les rend d'autant plus ambigus et insolites. De vrais musées urbains, tels qu'on peut le voir chez les Smithsonian ou encore chez Super Studio. La question qui pourrait nous venir, c'est pourquoi ce temple aurait été une référence qui a su traverser les époques. Comment en est-il arrivé là, dans cette station spatiale, et pourquoi est-il l'objet d'une élite? Mais ceci est une autre histoire. D'autres icônes de notre monde sont représentées. Musées, data centers, usines de production, avec un enjeu spatial, soit choisi, soit intuitivement bien conçu. Les industries sont délocalisées loin des foules, sous protection. Les musées sont symboles de notre propre ère, mais ils demeurent inaccessibles au public ou abandonnés. Ce qui est le plus frappant, ce sont les logements, modèles d'architecture représentative d'une forme de société. Il y a diverses raisons pour lesquelles le logement en F incarne le marqueur d'une idéologie. Tout d'abord, le mode de vie. Il induit 3 paliers représentant le minimum vital, respectivement s'habiller, se nourrir, dormir. Et respectivement debout, assis, allongé. Ce qui induit aussi le minimum d'expérience spatiale. De plus, on retrouve un mode de vie urbain similaire à l'Antiquité. Il y a les bains publics, la restauration se fait dehors, et on passe plus de temps à l'extérieur que chez soi. L'accès par l'échelle laisse place à toute une iconographie de l'habitat, comme les échelles des sous-marins ou autres architectures utilitaires, les cabanes des enfants dans les arbres. Mais on peut le retrouver dans des fantaisies d'architecture traduisant d'anciens modes d'habitat, comme la roof house de Tezuka. Cet habitat est représentatif des modes et des conditions de vie, mais ce n'est pas un cas de précarité, car l'habitat adopté est standardisé et optimisé. Ici, le peu d'espace peut paraître un manque de luxe, mais c'est une condition générale acceptée. L'unité de logement est constituée approximativement de 50% d'espace et 50% de machines. D'ailleurs, vous remarquerez que les gaines techniques sont représentées en rouge ici, ce qui nous a fait tout de suite penser à des boyaux. L'effet de compacité est assez fort. Ici, l'espace est tellement réduit qu'il est équivalent à l'occupation des réseaux. De plus, la dépendance des technologies prend davantage de place que l'espace vital. Ce qui est assez paradoxal pour représenter une avancée technologique et un minimalisme de l'habitat. Le stockage y est aussi réduit à son minimum, autant que les biens personnels, qui sont de ce fait très contraints. Dans la machinerie, le dressing est uniquement entreposé pour la tenue des habitants. Ce qui est paradoxal à une réalité où les besoins en espace de stockage sont toujours plus grands. Dans la maison ordinaire, un tiers de l'occupation y est dédié. La seule identité que les habitants peuvent avoir, c'est leur manière d'occuper cet espace restreint. Un minimalisme du mode de vie qui limite l'expression personnelle, accentué par l'homogénéité des cabines standardisées. C'est une autre manière de conditionner la population. Nous allons voir que parfois le manque d'espace peut être une condition d'évolution sociale, d'intérêt général, voire même une expérience spatiale. Mais surtout, la typologie d'habitat est représentative de son époque et dénote aussi des stigmates et améliorations dues au progrès technique et technologique. Jusqu'à la moitié du 19e siècle, pour conserver les aliments, le sel devient un outil d'importance majeure. Il faut donc construire des usines de sel. En 1764, l'architecte Claude Nicolas Ledoux est nommé l'architecte responsable du projet de la saline d'Arc et Sedan.
sous le règne de Louis XV. Le premier projet recense de nombreux programmes très généreux et novateurs pour le milieu ouvrier. Il comptera les logements, les productions de sel, les administrations, une chapelle, un four à pain, ainsi que des jardins vivriers pour nourrir les ouvriers. Le problème de ce premier projet est que les statuts des espaces sont trop identiques. De plus, l'architecte a une tendance à monumentaliser ses projets, surtout par l'usage des colonnes, ce qui est surtout réservé à des bâtiments considérés comme plus importants. Ceci déplaît fortement à la cour du roi. Le deuxième projet prend en compte des questions de sécurité et de salubrité. Hôtel-Dieu vient de brûler, on essaie alors de décoller les bâtiments entre eux afin d'isoler les agressions. De plus, ça permet d'avoir plus d'ouverture et donc d'offrir plus de lumière et de ventilation. Le plan offre une situation centrale à la direction, ce qui lui offre une vue à 360 degrés, à la fois sur le territoire et à la fois sur le parcours des habitants. Ce pouvoir, par la position centrale, se retrouve aussi dans la Villa Emo de Palladio. La villa est située devant les cultures du maître, en hauteur, permettant de veiller sur celle-ci. Elle est composée de ses appartements et de 2 corps de ferme sur les côtés réservés aux ouvriers. Le projet des saillies ne prendra pas finalement la forme parfaite du rond, mais d'un demi-cercle. Chacun des travailleurs dispose d'un logement pour lui et sa famille. Des bâtiments différents abritent chaque corps de métier, au plus près de ses ateliers de production ou de ses bureaux. Les ouvriers et leurs familles logent ainsi dans les berniers, les 2 bâtiments les plus proches des ateliers de fabrication de sel. Les artisans, tonneliers, maréchaux ferrants, occupent des bâtiments identiques au cœur duquel se trouve la forge, et l'atelier de fabrication des tonneaux. Le personnel administratif habite les commis ouest où ils ont leurs bureaux. Les logements des ouvriers sont des chambres constituées de 4 lits, regroupés avec un espace commun, lui-même muni d'une cuisine et d'une grande cheminée. Avec ce système paternaliste, la saillie royale devient une des réalisations annonciatrices des maisons et cités ouvrières de l'ère industrielle. La centralité est donc un dispositif de pouvoir et de surveillance écrasant. François Choët, dans Utopie et réalité, retrace les différentes pratiques utopiques de l'architecture et de l'urbanisme. C'est une œuvre fondamentale pour comprendre les divers mouvements politiques et modes de pensée qui ont dirigé les évolutions de villes. Historicistes, progressistes, naturalistes. On compte parmi les innovations citées l'hygiénisme, un courant de pensée qui a grandement changé nos villes, notre manière d'habiter et aussi les cadres de vie. Dès 1775, l'hygiénisme est un ensemble de théories politiques et sociales dont le principe est de concevoir l'architecture et l'urbanisme pour les collectivités, les pratiques médicales et diététiques pour les individus en appliquant les règles de préservation de l'hygiène et de prévention de la santé publique. La démarche de ses représentants est de guider la décision politique dans la gestion des masses par l'apport des sciences, telles que l'épidémiologie ou la démographie, dans une optique d'optimisation des coûts sociaux et d'épanouissement de l'individu. L'une des représentations phares de cette période est le phalanstère de Charles Fourier. C'est une projection utopique d'un habitat communautaire. Phalanstère issu de phalanx, signifie en grec formation militaire. Ce concept sera appelé phalange d'après François Choët. La terre de la société harmonique sera divisée en 3 millions de phalanstères, chacun regroupant 1500 personnes des 3 sexes. Il y a eu des tentatives d'application, mais la plus remarquable est le familistère de Guise, sous la direction de Jean-Baptiste André Gaudin. Ce projet constitue des logements pour les ouvriers de Gaudin, qui fabriquaient des poêles à bois lors de la révolution industrielle, offrant ainsi un confort à ses travailleurs. Grâce à ses qualités, il est considéré comme un palais pour le peuple. Effectivement, mais le palais social était avant tout réalisé pour contrôler les ouvriers du familistère. Il est important de comprendre qu'une architecture de contrôle n'a rien d'anodin suite à la révolution industrielle. C'est une manière d'impliquer un esprit non oisif et productif. Dans l'évocation du familistère de Shangri-La, on retrouve cette forme presque comme un symbole. Effectivement, le contrôle de la masse y est important. Elle induit manipulation médiatique pour maîtriser les populations, sans avoir les mêmes principes de surveillance que le familistère. Elle est donc une référence formelle et sémantique. L'évolution des industries a contribué à l'épanouissement de la technologie, ainsi que l'efficacité et la compacité des types de logements. Monsieur le ministre, j'ai l'honneur, j'ai la joie, j'ai la fierté de vous remettre l'unité d'habitation de grandeur conforme. L'unité d'habitation est le nom donné au principe moderne d'habitat développé par Charles-Édouard Jeanneret, dit Le Corbusier. La première unité d'habitation connue de ce nom est celle de Marseille, construite entre 1945 et 1952, sous le nom de projet Cité radieuse.
C'est une œuvre majeure sans laquelle notre société actuelle n'aurait jamais vu le jour. Les appartements sont groupés par deux, imbriqués tête-bêche au long des corridors d'accès appelés rues intérieures, situés tous les deux niveaux. Le Corbusier combine 14 typologies de logements, tous issus du même principe. Les habitants disposent d'une rue commerçante, d'une laverie et d'un hôtel-restaurant. Enfin, sur la terrasse, on trouve une piste de course à pied de 300 mètres, un gymnase et une école maternelle de 3 classes, ainsi qu'une scène et un fond de scène pour accueillir des représentations théâtrales. L'unité d'habitation est construite sur le principe du modulor, un système de mesure lié à la morphologie humaine, qui serait basé selon le ratio du nombre d'or et la suite de Fibonacci. En mathématiques, la suite de Fibonacci est une suite d'entiers dans laquelle chaque terme est la somme des deux termes qui le précèdent. Si l'on parle d'unité d'habitation, c'est à la fois pour la standardisation qui elle-même induit une normalisation de la famille idéalisée, et pour sa capacité à rendre compacte l'essence même d'un village. Et tout comme le logement F de Shangri-La, les modes de vie sont calqués sur les cabines de bateaux et des sous-marins. L'unité d'habitation reprend ce minimalisme utilitaire. Mais si en Europe l'expression du logement compact est inédit, le Japon a réussi à exacerber cette expression. Issu du mouvement architectural appelé métabolisme, le Nagakin Capsule Tower est un immeuble résidentiel et de bureaux dessiné par Kisho Kurokawa, dans le quartier Shinbashi à Tokyo. Il est constitué de 2 tours en béton armé sur lesquelles viennent se plugger des modules préfabriqués. Ce sont des capsules de 2,30 m par 3,80 m par 2,10 m. Ce sont des petits espaces de vie ou de travail qui peuvent être combinés pour accueillir une famille. Le mouvement métaboliste, ou Shinchin Taisha, s'inscrit lors de l'après-guerre comme une solution de reconstruction. Elle est issue d'un sous-genre du brutalisme avec des fantasmes de mégastructures en ajoutant des principes biologiques. Le mode de vie extérieur et fonctionnaliste est exacerbé par quelques usages: manger, dormir, se divertir. C'est ce qui se retrouve le plus dans l'habitation en F de Shangri-La. Mais ce phénomène s'est répété. Par exemple, vous pouvez trouver First Cabin à Akasaka, qui exploite le principe de capsule pour créer une expérience unique, c'est-à-dire un prétexte marketing luxueux. Ce sont les expériences insolites de la vie minimale, une idée reçue sur le mode de vie japonais. On remarque donc une société capitaliste basée sur la vente d'expériences insolites. C'est un concept qu'on retrouve énormément aujourd'hui comme le cabin porn. Ces logements sont représentatifs de leur situation sociale et politique. Ce sont leurs typologies qui nous montrent les modes de vie individuels, s'ils mangent ou pas chez eux, s'ils passent du temps à travailler, etc. Cela peut induire l'économie de fabrication ainsi que les économies d'espace générées dans un contexte donné. On en comprend le besoin de société et ce que la gouvernance nous permet. Le rejet de la planète a obligé la réalisation d'une architecture spatiale. Ce système dispose donc d'une organisation propre, proche d'un urbanisme sectorisé, séparant la foule, abreuvée de publicité, de secrets des plus inquiétants. C'est une histoire fantastique très rythmée. Pourtant, l'auteur, grâce à des références et une iconographie se rapprochant du réel, cherche à la rendre plus probable. Le logement témoigne de la mentalité sociale. De nombreux dispositifs spatiaux sont conçus pour contrôler les habitants, notamment une surveillance centrale, une compacité de l'habitat et un marketing complaisant qui permet de justifier l'apparition de ces cabines de curiosité. On sait qu'aujourd'hui le logement tend à se réduire. D'un côté, les Japonais, en vue de leur pression foncière, ont un mode de vie et une culture compacte et minimaliste qui demeurent exemplaires. Les systèmes de stationnement, leurs habitats réduits, l'organisation de leur commerce, etc. Même dans leurs imaginaires, on y trouve cette manière de vivre. D'un autre côté, on peut puiser dans des ressources presque infinies, comme les récits cyberpunk ou les dystopies. Nous y trouvons des dispositifs d'aménagement qui ont su faire fantasmer de nombreux concepteurs, et Shangri-La en fait partie. Mais ces littératures proposent aussi d'autres modes de vie parfois plus communautaires, où les gens cohabitent dans de grands espaces communs. Cela peut nous amener à nous poser la question: quel standard dystopique serait le pire? Le logement optimisé à la japonaise ou les grands espaces communautaires sans intimité? On se retrouve dans l'espace commentaire. Nécessité, Commodité, Vulgarité. plat de poteau.